Ça va, vous m'entendez? Oui. Merci pour la présentation. Et merci, monsieur le doyen, pour votre accueil. Merci aux organisateurs. Bon, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'ai fait quelque chose. Vous me direz, à la fin. Alors, le titre, bon, j'ai essayé de relever un certain nombre de mots-clés qui existaient dans l'appel à communication du colloque, essayer de tenir compte des orientations. Il y a une phrase peut-être dans l'appel à communication que je discuterai, je pense que c'est Nathalie qui a dû l'écrire. Les instances gouvernementales prônent toujours une vision monolingue, homogène et eurocentrée qui est en totale dissonance avec l'hétérogénéité des apprenants. C'est toi? Ah, c'est un truc français, je veux dire. Oh non, on le combat aussi ici. Ouais, mais à mon avis, je veux dire, l'écho est assez typiquement français. Peut-être qu'on pourra rediscuter de ces éléments, hein. La vision monolingue, homogène, eurocentrée, bien sûr, eurocentrée, la France c'est en Europe. Oui. Moi je tiens beaucoup à cette question. La France dans la construction européenne. Alors, il y a aussi un certain nombre d'autres thèmes auxquels je vais essayer de faire écho, par exemple le français comme langue seconde, le français comme langue de scolarisation, les contextes plurilingues, et peut-être commencer par un thème qui était présent, qui pour moi est intéressant, et qui est le thème de la mondialisation. Donc je vais dire déjà quelques mots, si ça veut bien marcher, ouais, sur la mondialisation, et donc évidemment la problématique d'émigration dans la mondialisation. Alors, qu'est-ce que quels sont les éléments que je souhaite mettre en valeur? D'abord, à chaque fois qu'on parle de la mondialisation ou de la globalisation, souvent on oublie l'histoire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a affaire cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire du monde, à la mondialisation. Évidemment que c'est pas vrai et qu'il faut une historicité, si je puis dire, des mondialisations. C'est-à-dire de la question des empires, des rapports qu'ils entretiennent avec les langues. Pour moi, c'est un point très très important parce que il y a une mondialisation grecque sous Alexandre. Il y a une mondialisation latine sous la République et l'Empire romain. Il y a une petite mondialisation française au XVIIIe siècle, quand par exemple un de nos académiciens écrit un livre qui s'appelle « Quand l'Europe parlait français ». Donc des formes de mondialisation ou d'européanisation qui sont très importantes. Au XVIe siècle, le monde est espagnol et portugais. À peu près partout, en Amérique, en Asie. Les conquérants arabes de l'islam pratiquent une forme de mondialisation autour d'une grande partie du bassin méditerranéen, de l'Orient, etc. Bon, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est effectivement important de réintroduire de l'historicité dans cette affaire de mondialisation. Parce que peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on aura affaire à une mondialisation chinoise, par exemple. Pourquoi pas? Donc, il faut faire attention là-dessus, un certain effet d'optique. Et un deuxième point que je veux dire à propos de la mondialisation, c'est la conception qu'on peut avoir de la mondialisation. Je m'explique là-dessus. Il y a une conception de la mondialisation qui est de dire il y a un centre qui impose la totalité de ses valeurs, sa langue, etc., à toute la périphérie. Évidemment, cette représentation était la représentation des États-Unis comme centre du monde,
avec leur puissance économique, avec la langue et un certain nombre d'autres attributs, y compris culturels. Donc ça, c'est une conception de la mondialisation qui dit il y a le même partout, au plan linguistique, au plan culturel, au plan politique. Ben moi, je pense que cet aspect de la mondialisation n'est qu'un petit aspect. Il me semble que l'aspect le plus important de la mondialisation, au fond, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est la pluralisation des différences, c'est une explosion, je veux dire, de la multiplicité, et auquel d'ailleurs se trouvent confrontés ce qu'on appelle traditionnellement les États-nations. Et parmi, effectivement, cette explosion des différences, il y a toutes ces formes de déterritorialisation, et en particulier l'émigration et leur prolifération à l'heure que nous vivons là actuellement. Avec toutes les ambiguïtés aussi qu'on peut avoir. Par exemple, quand on fait des études, je ne sais pas moi, sur Internet, on s'aperçoit qu'Internet n'est pas du tout en anglais. Il y a énormément de langues, effectivement, sur Internet. De la même manière, tu vois, assez frappé, par exemple, qu'on puisse avoir en même temps l'anglais mondialisé et par exemple le fait que en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est devenue un pays monolingue. Il n'y a plus que de l'anglais. Il n'y a plus d'apprentissage des langues étrangères, ou très peu à l'université. Donc on a vraiment affaire à des problèmes qui sont compliqués, je veux dire, de ce point de vue-là, et qui, à mon avis, voilà, ne permettent pas d'avoir une conception unique ou restrictive de ce qu'on appelle la mondialisation. Et moi, je préfère dire, effectivement, les mondialisations. Ensuite, évidemment, cette mondialisation, elle est affectée de valeurs plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Ça dépend effectivement du point de vue auquel on se place. Alors, juste en partant de Paris, j'ai lu 2 articles dans le même journal, Le Monde. Un article, effectivement, d'un universitaire américain qui est très connu, qui s'appelle Francis Fukuyama, et un article d'une universitaire chez nous qui s'appelle Daniel Salnave. Les deux parlaient de la mondialisation dans des termes complètement différents. Je dirais des termes quasiment opposés. Et avait d'un côté effectivement Fukuyama qui disait attention à l'explosion des différences, des communautarismes, ça va contre l'idéal de la démocratie. Et Daniel Salnave, en pensant à la France, disait sans doute que la France exagère trop avec les valeurs républicaines, le refus dans une certaine mesure des différences, et que voilà, je veux dire, on a effectivement des pensées absolument divergentes sur ces questions, et je pense que cette divergence, elle procède du fait que on ne parle pas de constat objectif. En réalité, on parle essentiellement de valeurs politiques qu'on investit dans ces questions de mondialisation. Et d'ailleurs, sur les problèmes de migration, on peut lire, je veux dire, à peu près la même chose. Bon, mais ça, je vais y revenir. J'essaye d'ouvrir une bouteille. Ça tourne? Oui. Ah, c'est bizarre. Ok, alors. Le deuxième point que je veux dire après la mondialisation, c'est, disons, la question, je l'ai mis ici, de ce que suggère le terme mobilité. Alors, le terme mobilité, voilà, c'est ce qu'on appelle un nom générique en français, les mobilités. Mais on sait bien que, évidemment, derrière, là où les mobilités, il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui, pour moi, sont absolument incommensurables. Parce que, comment rapprocher, par exemple, les déplacements des étudiants, des déplacements des businessmen, des déplacements des migrants, des déplacements des touristes,
en particulier, hein, on en parle peu, je veux dire. Enfin, le premier facteur, effectivement, de mobilité dans le monde, c'est le tourisme. Et puis, d'autres, effectivement, formes de mobilité, le nomadisme, ça existe. Nous, on parle souvent, par rapport à certaines populations qui viennent de l'Europe de l'Est, des gens du voyage, hein, des gens qui effectivement ne sont pas sédentaires, qui par définition sont nomades. Je dirais même que les mobilités, ça a toujours concerné, par exemple, les artistes et les intellectuels. Je veux dire, parce que les artistes et les intellectuels, ce sont des gens qui très souvent, en tout cas en Occident, ont passé leur vie à se déplacer. Je veux dire d'ailleurs qu'il y a un mot, effectivement, en français, mais qui est le mot cosmopolitisme. Et cosmopolitisme, ça veut dire étymologiquement en grec, les citoyens du monde. Or, ce qui est intéressant, c'est que parfois le cosmopolitisme est affecté de valeurs très positives. Oui, je veux dire, une ville cosmopolite avec sa diversité culturelle, artistique, etc. Mais dans l'histoire, le mot cosmopolitisme a été affecté de connotations extrêmement négatives. Je veux dire, quand on avait affaire à des politiques d'État qui étaient des politiques identitaires, le nazisme ou le stalinisme par exemple, c'était pas bien d'être cosmopolite. C'était pas bien d'être citoyen du monde parce qu'il fallait être enraciné quelque part. Et d'ailleurs, vous voyez l'ambiguïté de ce point de vue-là de la métaphore des racines et de l'identité. Hein, parfois, effectivement, c'est valorisant, et d'autres fois, effectivement, c'est considéré comme dévalorisant. Voilà toujours, effectivement, ce débat. C'est un débat qui est complètement, évidemment, important pour la question des migrations. C'est un débat sur les identités, au fond, sur la conception qu'on peut se faire des identités. L'intellectuelle française dont je parle, Danielle Salnave, avait intitulé son article « L'identitarisme, la maladie du XXIe siècle ». Identitarisme. Mais l'identitarisme, il vaut pour tout le monde, je veux dire. Il vaut effectivement pour les nationalismes quand il s'agit des nations, il vaut aussi pour des communautés, il vaut pour des individus, etc. Et il n'est pas réservé à certaines formes d'identité et pas d'autres. Alors voilà, mobilité c'est bien, des titres de colloques, etc., à condition effectivement qu'on aille voir ce qu'il y a derrière. Et parce que je ne pense pas que, enfin, si on va pas voir ce qu'il y a derrière, on rate un peu ce qui est spécifique, et en particulier ce qui peut être spécifique au problème de la migration. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais encore dire un mot à cause de la terminologie. La terminologie. Bon, j'ai mis quelques mots. Les migrants, les immigrants, les immigrés, il y en a sans doute effectivement un certain nombre d'autres. Après, il y a un débat. Est-ce qu'il y a des définitions officielles? En France, par exemple, il y a une définition de l'immigré. Un immigré, c'est une personne qui est née à l'étranger avec une nationalité étrangère. Vous voyez les éléments, nés à l'étranger avec une nationalité étrangère, ou parfois l'un des deux parents étant lui-même effectivement un étranger. On va dire que ça c'est la définition de l'office qui s'occupe des immigrés. Après, c'est toujours la même chose. Les connotations pèsent un poids énorme. Ici, dans le Canada francophone, je l'ai vu effectivement au Québec, les immigrés, ça n'existe pas. Je dis ça, c'est parce que j'ai entendu le terme migrant, j'ai entendu le terme immigrant, j'ai pas entendu le terme immigré. Je le sais parce que dans la bibliographie, par exemple, que j'ai distribuée, quand j'étais amené à faire deux livres avec un collègue de McGill à Montréal, qui s'appelle James Archibald, il m'a dit, chez nous, on dit les migrants ou les immigrants. J'ai dit, ouais, mais parce que ça, c'est des trucs avec l'anglophonie, etc., par rapport à immigrants. Mais chez nous,
On sait très bien la différence entre un migrant et un immigré. Parce que nous, on est des latinistes. On considère le préfixe in devant. Je vais résumer d'une phrase. Les migrants, ils sont censés passer. Et les immigrés sont censés rester. À l'intérieur du pays. Puisqu'il y a in. Et donc, ça, c'est une question qui a été très sensible à un certain moment en France, où on a dit, par exemple, et Nathalie, tu te souviens, mais toi t'es petite, moi je suis plus vieux, on a dit les enfants de migrants, et puis les enfants de migrants, après tout de suite on s'est posé des problèmes parce qu'on s'est dit, mais ils passent pas de pays en pays, où ils ne transitent pas, comme c'est le cas par exemple pour l'immigration en France aujourd'hui, vers un autre pays, parce qu'ils ont envie d'aller en Angleterre et qu'on les empêche de traverser la Manche. Les Anglais disant, oh, la frontière du Royaume-Uni, c'est à Calais. Okay. C'est-à-dire que c'est en France. Elle ne peut pas être effectivement en Angleterre. Alors, ces migrants sont devenus des immigrés. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose que je voudrais dire là. À une certaine époque, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé des enseignements de langue et des cultures d'origine pour les élèves. On disait ELCO, enseignement, langue, culture, origine. Pourquoi est-ce que cette politique a été mise en place? Parce que ça a été instauré justement à un moment où les migrants n'étaient pas considérés comme des émigrés. Il y avait des accords avec les pays d'où venaient d'où venaient ces personnes. Les enseignants même venaient de l'étranger. On dispensait des enseignements dont le but était clair. Il ne faut pas que ces enfants oublient la langue et la culture d'origine, parce qu'un jour, ils vont retourner chez eux. Donc les migrants, on le voit bien à travers cette politique scolaire, n'étaient pas considérés comme des immigrés. Il s'agissait de situations transitoires d'un certain nombre de personnes qui venaient en particulier pour travailler et qui avaient vocation à rentrer dans leur pays. Évidemment, ceci ne s'est jamais produit. Les migrants sont devenus des immigrés et effectivement, non seulement ça ne s'est pas produit, mais le phénomène qui en a découlé, c'était que ces gens n'avaient pas vocation à vivre seuls. Ils avaient des familles et que les familles avaient vocation à venir les rejoindre dans ce que nous, on appelle le regroupement familial. Je dis ça, c'est parce que les mots, effectivement, qu'on utilise pour traiter les questions, c'est toujours des mots, c'est pas très, très importants, qui sont absolument pas innocents. Je veux dire, le choix de la terminologie implique quelque chose concernant la théorie qui est derrière ou les réalités qui sont derrière. Après, derrière le terme migrant, c'est vrai qu'on met un mélange hallucinant de choses qui là aussi n'ont rien à voir les unes avec les autres. Entre des migrants économiques, ceux qu'en France on a appelé pendant un certain temps des travailleurs immigrés, d'un côté, et puis d'un autre côté le regroupement familial dont je parlais, et d'un troisième côté ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, qui sont effectivement des personnes qui sont persécutées dans leur pays et qui veulent trouver refuge, je veux dire, ailleurs, qui sont au fond des exilés, je veux dire, pourrait-on dire, soit exilés volontaires, soit exilés poussés vraiment dehors. Bon, voilà, sous cette étiquette, il y a effectivement des catégories très différentes qu'on ne peut pas amalgamer. D'ailleurs, ça donne des renseignements, on en reparlera, sur les relations que ces personnes entretiennent avec leur langue. Les relations qu'elles entretiennent avec la langue du pays d'accueil, j'y reviendrai, et avec leur langue propre, on dirait leur langue maternelle, leur langue native. Vous savez que les exilés et les réfugiés entretiennent des rapports très ambivalents avec leur langue native. Ils viennent
dire, avec cette langue et avec le poids identitaire, effectivement, de cette langue. Toutes ces langues, au fond, qui sont des langues transmises, par opposition aux langues que moi j'appelle apprises. On est d'accord sur cette distinction, hein? Il y a d'un côté, effectivement, la langue transmise, léguée, etc. Voilà, ça fait partie de l'héritage. De l'autre côté, il y a toutes les langues qu'on est susceptible d'apprendre à l'école, dans la rue, où qu'on veuille. C'est une très bonne distinction qui a été faite par un linguiste français qui s'appelle Charles Bailly, il y a maintenant plus de 100 ans, et qui distinguait bien cette problématique, les langues qui nous ont été transmises et les langues que nous avons apprises. Je referme effectivement cette parenthèse pour dire quoi? Que ces langues avec lesquelles l'immigrant peut venir, il y a deux solutions. Soit il y a la volonté effectivement de la conserver, envers et contre tout, c'est une langue identitaire. Soit il y a la volonté de s'en débarrasser le plus vite possible. Et quand on a étudié effectivement un certain nombre de situations historiques, on voit bien que cette idée de laisser la langue d'origine, elle est très importante. Il y a un écrivain allemand qui s'appelle Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque, il a écrit un livre, La Terre Promise, où il explique qu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les réfugiés qui arrivaient à Ellis Island sur le port, à New York, ils se dépêchaient de parler quelques mots d'anglais. Et alors, Maria Remarque dit, mais pourquoi parce que leur obsession, c'était de se débarrasser de la langue avec laquelle ils arrivaient, c'était de l'allemand. Et donc, l'idée que leur langue native, dont ils disaient c'était la langue des gens qui les avaient assassinés, non, il l'a laissé dans l'Atlantique avant de rejoindre effectivement le port de débarquement. C'est pour ça que je dis, sur cet exemple, ça fait réfléchir dans des situations effectivement historiques sur l'ambiguïté, sur l'ambivalence que les gens peuvent avoir avec leur langue qu'on appelle première ou maternelle ou native ou d'origine ou tout ce qu'on voudra. Il me semble qu'il faut réfléchir à cela. De la même manière, d'ailleurs, la langue d'accueil, elle finit par devenir nécessaire. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Ces travailleurs immigrés qui sont arrivés en France, par exemple, du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, quand ils sont arrivés, le français ne leur semblait pas absolument nécessaire. Mais pourquoi? Parce que ils étaient isolés, ils vivaient entre eux, on parlait la langue ethnique, si je puis dire, ou communautaire, il n'y avait pas de regroupement familial, et puis à un certain moment, les choses ont changé. Les familles les ont rejointes, et surtout, les enfants sont allés à l'école. Et alors là, la question de savoir que les enfants allant à l'école, ils avaient effectivement le français comme un bagage absolument indispensable, eh bien, la langue du pays d'accueil a commencé à s'imposer. Surtout, par exemple, on a fait des enquêtes là-dessus, les parents voulaient parler de l'école avec les enfants. Et les enfants, eux, identifiaient l'école au français. Et donc, d'une manière ou d'une autre, les parents se sont mis à avoir une certaine proximité avec le français. Et c'est pour ça qu'en fonction des moments, je veux dire, de l'immigration, le rapport aux langues est susceptible de varier de manière, me semble-t-il, très 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 importante. C'est pour ça que, bon, voilà, il ne faut pas faire trop de généralisation, il faut toujours être soucieux de bien préciser les contextes historiques, etc. Et c'est pourquoi, voilà, je déconstruis mondialisation, mobilité, etc. Parce que, voilà, je veux voir quels sont les éléments concrets qui se cachent, si on peut dire, derrière ces choses. C'est énervant. Vous avez remarqué que quand on veut avancer, on regresse parfois.
C'est intéressant sur le plan philosophique. Alors, l'accueil et l'intégration. Ça, c'est le deuxième volet, je veux dire, de mon exposé. Carole, il faut me dire à un certain moment si j'ai parlé pendant 3 heures. C'est bon. Il y a encore du temps. Là. Je m'arrête. Alors, sur cette question, effectivement, de l'accueil et de l'intégration. Pourquoi ces mots et au fond de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'ai raconté là-dedans? Alors, d'abord, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est le problème du vocabulaire, des termes, effectivement, qu'on emploie. J'en ai cité, il y en a d'autres, assimilation, intégration, inclusion est arrivé ces dernières années. C'est marrant parce qu'il est arrivé dans le Canada francophone avant d'arriver en France. Dont on voit bien à quoi ça s'oppose, inclusion, exclusion. Les polémiques sur l'assimilation et l'intégration étaient en France largement des polémiques post-coloniales. Quelle était la politique qui avait été menée concernant la langue dans les territoires où la France s'était imposée pendant longtemps, avec d'ailleurs, entre parenthèses, des variations énormes. C'est-à-dire que là aussi, quand on pense, il y a plusieurs historiens, par exemple Yves Lacoste qui dit ça, il faut arrêter de parler de la colonisation. Il faut parler des colonisations. Et la manière dont spécifiquement ça s'est passé dans chaque situation historique, et en particulier cette question de l'usage de la langue. C'est comme ça. Le français, pour le français, ça n'a pas été la même politique au Maghreb vis-à-vis de l'arabe que dans les Antilles vis-à-vis du créole, par exemple. Donc c'est très important de voir les différences qui peuvent exister, de ne pas penser qu'il y a une politique linguistique qui s'impose dans l'ensemble des territoires. Et d'ailleurs, ne pas penser que les colonisateurs ont toujours envie qu'on parle leur langue. Ça c'est un truc comme ça, on s'imagine, dire c'est génial. Non, pas du tout. En cela, d'ailleurs, les Occidentaux sont bien les héritiers des Grecs. Des Grecs anciens, pas les Grecs d'aujourd'hui. Il y avait une différence fondamentale dans les langues entre l'Empire grec et l'Empire romain, c'est que les Romains étaient obsédés par l'idée d'imposer le latin partout. Ils ont d'ailleurs très bien réussi. Les langues romanes qui viennent du latin, je veux dire, dans une très grande partie de l'Europe, etc. Les Grecs, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que tous les autres individus qui ne parlaient pas grec étaient donc des barbares. Parce que barbaros en grec, ça veut dire ça. Ça veut dire celui qui ne parle pas grec. Et donc, au fond, l'idée n'était pas on va leur imposer notre langue, l'idée on les laisse, je veux dire, avec leur parler à eux. Et on ne fait pas de politique linguistique d'assimilation. Ça va? Je voulais juste qu'elle remonte un petit peu ta clinique sur le... L'idée c'est qu'ils viennent là. Oui, voilà, super. On est vachement libre ici, C'est parce qu'on enregistre quand on parle on est tétanisé. Ça va aller. J'ai mis la cravate à cause du micro. Sinon, bon. Sinon, je me serais habillé décontracté, comme tous les habitants d'Ottawa. Alors, la terminologie, ok? Assimilation, intégration, inclusion, c'est un point vraiment très, très important. Je vais vous en donner un petit exemple. J'ai un ami qui a enseigné à Montréal pendant un certain nombre d'années, il est parti maintenant à l'université en Angleterre, il s'appelle Alexis Snous. Et il a écrit plusieurs livres sur le métissage des langues, etc. Et il parlait de ce qu'on appelle en France les immigrés de deuxième génération, ou de troisième génération. Là, on est dans les problématiques de l'accueil, c'est ceux qui arrivent. Mais ceux qui arrivent s'installent, ils ont des enfants, ils ont maintenant des petits-enfants. Si on songe pour la France à ce que la fin de la colonisation, c'était 1962. Je veux dire, le dernier pays qui a obtenu son indépendance.
Très bien. Alors, il avait posé une question, Alexis, qui était vraiment intéressante. Il disait, mais pourquoi, pour les immigrés de la deuxième ou de la troisième génération, on continue à parler d'intégration? C'est bizarre. Et là, dans son livre, il avait dit, je pense que le problème qui est surtout posé, c'est plutôt leur inclusion, je veux dire, à l'intérieur de la société. Et c'est vrai qu'on ne peut pas à la fois employer le mot intégration pour ceux qui viennent d'arriver, et ça s'appelle d'ailleurs comme ça, parce qu'il y a un office, effectivement, en France qui s'appelle Office de l'accueil et de l'intégration. Bon, et en même temps, 50 ans plus tard, dire, il faut toujours s'occuper de l'intégration. Là, il y a aussi, on voit bien ce que recouvrent ces problèmes terminologiques. Tant que je suis à la terminologie, j'avais été un petit peu étonné, par exemple, que les Québécois utilisent de manière aussi facile, je ne sais pas si les francophones d'Ontario font la même chose, le terme de francisation des immigrés. Pourquoi étonné? Parce que c'est un terme, je veux dire, qui pour nous, les Français, renvoie aux colonies. Parce que les populations qui avaient été effectivement conquises, enfin les territoires par la France, on employait ce mot au XIXe siècle de francisation. Et j'ai souvent posé la question, à Montréal, à Québec, à Laval, je me rappelle, mais ça va, il n'y a pas de connotation. Je dis non, et je comprends très bien, il n'y a pas de connotation. La francisation, c'est un processus par lequel, effectivement, on apprend la langue française, tout ça est très juste, hein. Mais pour moi, je veux dire, français, en plus particulièrement sensible à cette question, parce que moi, je ne suis pas né en France, mais je suis né à Alger. Donc en Algérie, ce mot, francisation, là, ils sont un peu colonialistes, les Québécois. Mais c'est pas vrai, hein. Ce que je dis simplement, c'est quelles sont les connotations des mots. Il faut être attentif à cette question, c'est très important. Là, pour cette question, donc, qu'on va appeler intégration, okay, en laissant effectivement le reste de la terminologie. Bon, il y a peut-être trois choses, trois concepts, à mon avis, qui sont vraiment intéressants. Le premier, c'est, pour l'intégration, est-ce qu'on parle de la politique d'intégration, faite par les gouvernements, les différentes instances, etc., ou est-ce qu'on parle du processus d'intégration tel qu'il se déroule plus ou moins sur un certain nombre d'années, etc. C'est pas du tout la même chose. Et la vérité, c'est qu'on doit s'occuper des deux choses. Quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre par rapport à cette question, effectivement, de l'intégration? Et au fond, que se passe-t-il concrètement dans la réalité? Est-ce que oui ou non, nous avons des moyens de mesurer le degré d'intégration des populations immigrées? Donc ça, c'est un premier point, pour bien qu'on sache de quoi on parle. On ne sait pas toujours, effectivement, si on parle de la politique ou si on parle du processus, effectivement, dans la réalité. Car si on parle du processus dans la réalité, il faut savoir quels sont les indicateurs qu'on comprend. C'est quoi le processus, les indicateurs de l'intégration? La langue joue sûrement un rôle, mais secondaire presque, si je puis dire. Par exemple, il y a beaucoup de chercheurs en France pour qui le critère discriminant de l'intégration, c'est la question des mariages. Et que une des raisons que nous avons, et je vais présenter des choses comme ça, d'être optimistes, si je puis dire, sur cette intégration des populations immigrées, c'est que les mariages dits mixtes, je ne sais pas comment dire, mariage mixte, c'est tellement compliqué, bon, entre communautés différentes, sont de plus en plus nombreux. Et donc, il y a là, malgré le politique, effectivement, malgré les incidents, malgré tous les drames qui peuvent exister, peut-être un élément important dans ce processus d'intégration. Il n'y a pas de politique de mariage forcé, a priori, je veux dire, mais il y a un processus, effectivement, d'intégration à travers ce critère, qui est un critère, effectivement, parmi d'autres. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, vous l'avez d'ailleurs ici,
Est-ce que, j'aurais dû d'ailleurs souligner, est-ce qu'on parle de l'intégration du migrant à la société d'accueil, ou est-ce qu'on parle de l'intégration de la société d'accueil elle-même? Je ne sais pas si vous voyez cette différence. Souvent, le problème est posé comme ça. C'est-à-dire, on dit, voilà, il y a une société X, c'est la société française, la société canadienne, ou ce que vous voudrez, et puis il y a un migrant qui va s'intégrer à l'intérieur de cette société. Très bien. Mais dans quel état elle est, la société en question? Cette question n'est pas posée, souvent. Est-ce que cette société est elle-même une société intégrative? En dehors même du problème des immigrés, à cause de toute une série de facteurs qui feraient effectivement que cette société a des caractéristiques d'une société consistante, ouverte, vous savez, des sociétés, quand il y a 10% de chômeurs ou 15% de chômeurs dans une société, c'est pas une société intégrée, c'est une société désintégrée. Et je puis me permettre de faire ce jeu de mots. Donc il faut considérer les deux aspects. C'est quelles sont les capacités d'intégration du migrant, quelles sont les capacités d'intégration de la société qui reçoit le migrant. Dans quel état est-elle? Et pourquoi il y a tous ces drames, en particulier en Europe? C'est parce que les sociétés européennes sont fragilisées. C'est ce que j'ai mis entre parenthèses, question de fragilisation de la société. Elles se sentent moins prêtes, moins aptes, moins clientes par rapport à cette question, pour toutes sortes de raisons, hein, et en particulier qui tiennent à la crise économique. Je pense que c'est la dernière de 2008 qui a laissé énormément de traces, hein, en France certes, mais en Italie, en Grèce, etc. Et je ne cite pas l'Italie et la Grèce pour rien, hein, à cause des problèmes effectivement des migrations, de ces débarquements, de tous ces gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, dont malheureusement beaucoup se noient, enfin c'est des drames épouvantables. Donc la société, effectivement, est parfois davantage prête, et parfois moins prête. Et on est obligé de tenir compte de cet aspect. Voilà, qui va jouer un rôle. Il y a un troisième élément, effectivement, qui est un peu plus haut, intégration culturelle versus intégration structurelle. Je pense que on ne parle pas de la même chose. On a une sociologue chez nous, moi vraiment formidable, qui s'appelle Dominique Schnapper, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'intégration ?» il y a un certain nombre d'années. Et en particulier, j'avais relevé ce binôme, intégration culturelle versus intégration structurelle. L'idée c'est quoi? C'est que son diagnostic sur la France, par exemple, c'était l'intégration culturelle, ça marche plutôt bien. Les immigrés, ils se comportent comme les Français de plus en plus. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes mœurs, et ils se marient même avec des Français, ce que j'ai dit tout à l'heure, etc. Ah, très bien. Donc ça, c'est, disons, du côté culturel au sens anthropologique, au sens large, effectivement, du terme. Mais d'un autre côté, ce qui ne marche pas, moins bien, c'est l'intégration structurelle. Au fond, l'intégration structurelle, ça veut dire fondamentalement la question économique, la question du logement, la question des salaires, y compris de l'embauche elle-même, hein, on reste beaucoup plus chômeur quand on est migrant que quand on est français d'origine. Bon, donc là, il y a un problème. Une intégration culturelle qui n'est pas si mal réussie quand on se projette sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, et une intégration structurelle qui reste problématique. Y compris avec le critère qu'ont bien mis en évidence des enquêtes comme PISA ou PIRLS, par exemple, qui est les enfants d'immigrés continuent à réussir moins bien à l'école. Clairement. Je veux dire, c'est pas dans des proportions hallucinantes, c'est pas un phénomène d'exclusion. Mais quand on compare aux populations natives, il y a un différentiel. Et donc, il faut bien travailler et chercher effectivement ce différentiel. Et je pense qu'il est plus à chercher du côté des parents, de leur difficulté à être dans leur société, des questions pour le coup économique, de chômage, de logement,
de ghettoisation d'un certain nombre de quartiers. Hein. Il faut plutôt chercher de ce côté-là que sur, je sais pas quoi, les capacités des enfants qui sont évidemment tout aussi capables. La question ne se pose même pas. Donc, des enfants d'ailleurs qui fonctionnent exactement comme les autres et ils font les mêmes choses. Ils écoutent les mêmes musiques, ils sortent dans les mêmes endroits. Enfin. Je dis ça parce qu'après il y a un problème social qui vient doubler le problème de la migration, tout le monde le comprend, évidemment. Hein. Quand nous parlons du problème de la migration, nous parlons toujours quand même de certaines catégories sociales. Il faut bien qu'on ait toujours ça en tête. Hein. Nous ne parlons pas du fait que, je ne sais pas moi, que quelqu'un, c'est le travailleur du Moyen-Orient qui est en question. C'est pas un émir avec le pétrole qui vient s'installer sur la Côte d'Azur. Lui aussi, il est en mobilité. C'est pas la même. Donc, il faut qu'on se mette d'accord, hein, là aussi. Je veux dire, cette dimension sociale par rapport à l'intégration structurelle, elle est vraiment importante. Alors, j'ai dit ces éléments, et ça pose plein de questions, parce que si l'intégration culturelle marche plus ou moins bien, si les enfants adoptent les modèles culturels de la société d'accueil, alors pourquoi est-ce que l'autre intégration structurelle, ça marche moins? Et on voit bien, hein, en particulier pour la France, que là-dessus, disons, les situations post-coloniales, comme on dit, jouent un rôle évidemment important. Ça tient aux relations, enfin, je veux dire, il y a 50% d'immigration en France qui vient d'Afrique, que ce soit le Maghreb ou que ce soit l'Afrique qu'on appelle au-dessous du Sahara, subsaharienne, c'est énorme, je veux dire, dans la proportion. Après, évidemment, il y a des gens qui viennent de Chine, du Vietnam, beaucoup, hein, il y a eu, et des gens qui viennent des pays de l'Europe de l'Est, effectivement, en particulier. Bon, on est en Europe, je veux dire, les gens traversent la Méditerranée, et même si c'est dramatique de traverser la Méditerranée, c'est pas tout à fait le même problème que de traverser l'Atlantique, ou de traverser une frontière à l'intérieur de l'Europe. On voit bien, c'est à la fois facile et en même temps souvent dramatique. Par rapport à cette histoire d'intégration structurelle et de problèmes économiques, vous savez bien que on fait des distinctions, justement, entre l'immigration de travail et l'immigration familiale, des distinctions quand il y a une politique de quotas entre ce qu'on appelle, chez nous d'ailleurs les termes sont pas faciles, l'immigration choisie, parce qu'on a dit qu'il doit y avoir tant et tant d'ingénieurs qui doivent entrer, etc., et l'immigration subie. On n'y peut rien, voilà, des gens qui arrivent, etc. Toutes ces catégories sont effectivement très très importantes, à mon avis, pour poser le problème. Alors, il reste que, même si globalement l'intégration culturelle marche bien, que dans les immigrés, par exemple chez nous, les jeunes de 3e génération, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ces problèmes tiennent à un sentiment d'exclusion, de discrimination, à des revendications identitaires. Ils tiennent à la question, par exemple, du poids de la religion et de la conception française de la laïcité. On pourrait énumérer comme ça, je veux dire, toute une série de facteurs qui font comme un blocage chez certains jeunes aujourd'hui de cette intégration culturelle qui globalement marchait bien marché, et qui là est en train un petit peu de coincer. C'est d'ailleurs pourquoi souvent l'identité est plus, plus du côté culturel que du côté linguistique. On a plusieurs fois évoqué cette remarque-là de ce jeune à qui on posait la question. Il dit, mais c'est quoi ta langue? Et il avait répondu, ma langue c'est l'arabe, mais je la parle pas. C'est absolument révélateur.
C'est-à-dire que ce n'était pas l'élément linguistique qui pour lui importait, c'était l'élément identitaire par rapport à sa famille, aux valeurs que porte sa famille, etc. Je dis ça parce que je ne suis pas un grand fanatique, moi, de figer trop fort les relations entre les langues et les cultures. J'aime bien les disjoindre. Et elles sont très souvent disjointes. Ok? C'est comme ça. On peut partager une langue et avoir des habitudes culturelles complètement différentes. Bon, c'est tellement banal. Inversement, bah, c'est le cas pour nous, les francophones. Hein, je pense au Québec, par exemple, bah ouais, on a une langue commune, avec des variations, certes, enfin communes, et les habitudes culturelles ne sont pas les mêmes. Inversement, je suis toujours frappé du fait qu'on peut avoir des langues différentes et des habitudes culturelles proches. Ça explique qu'il y ait, je ne sais pas moi, par exemple, une culture méditerranéenne, entre des gens qui parlent italien, espagnol, arabe, etc., autour de la Méditerranée, qui reconnaissent quelque chose en commun, ou une culture latino-américaine, même si on est plutôt lusophone ou hispanophone, entre le Brésil et les autres pays, il y a quelque chose. Je veux dire, donc, on n'a pas intérêt, effectivement, à trop figer le rapport entre le linguistique et le culturel. Voilà donc, effectivement, un certain nombre de questions qui se posent dans la problématique de l'accueil, certes, avec les migrations actuelles, mais plutôt ce que devient l'intégration, plutôt. Voilà. Ça va. Troisième point, ça va pour l'heure? Oui. Reste encore, je dirais, jusqu'à 35. Après, ça sera les questions. Ça va. Le troisième point, effectivement, que je veux développer, parce que c'est la question des langues, de ce point de vue-là, qui est absolument centrale, c'est ce que j'ai appelé les idéologies linguistiques, et en quoi, effectivement, les idéologies linguistiques, c'est très important pour l'enseignement des langues. Qu'est-ce que c'est une idéologie linguistique? On a tous des représentations sur les langues. Par exemple, moi j'ai fait une étude, je sais pas, dans un bouquin dernièrement, à propos, c'est quoi les représentations autour du français? Les représentations, par exemple, esthétiques. On aime une belle langue, une vilaine langue. Des représentations logiques ou intellectuelles. On trouve que c'est une langue très, très claire, c'est la langue des idées, de la raison, etc. Au contraire, on trouve que c'est une langue obscure. Parfois, on trouve que c'est une langue des représentations pragmatiques, utiles, parfois luxueuses, des représentations liées à l'apprentissage. Il y a des langues qui sont réputées hyper difficiles à apprendre et d'autres, tu vois, c'est facile. Il y a plein de représentations concernant les langues. Et elles sont évidemment extrêmement variables d'un pays à l'autre. Ça dépend qui on interroge. Si on interroge des anglophones sur le français, on n'a pas les mêmes réponses sans doute que si on interroge des hispanophones, par exemple. À chaque fois, il y a des représentations qui sont ancrées. Et là, je pense que c'est la même chose, on en a dit un petit mot tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les problématiques de l'immigration, ces représentations effectivement des langues jouent un très grand rôle par rapport à la question de l'apprentissage de la langue du pays d'accueil ou de la valorisation ou la dévalorisation de sa propre langue, celle avec laquelle on vient dans le pays. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, on polarise seulement cette question sur l'immigration, on se fait une très haute idée du français, ou au contraire, je veux dire, on parle de français, par exemple. C'est qu'un aspect de la question. L'aspect le plus général, c'est que dans toutes les langues, il y a des représentations et des idéologies linguistiques. Pour le français, ça existe depuis qu'il y a du français. Depuis le XVIe siècle, il y a des idéologies linguistiques.
Ça s'appelle par exemple le génie de la langue française. Quand je dis le génie de la langue française, c'est pas moi qui dis que la langue française est géniale. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire génial d'un génie. Ça veut dire que c'est quoi l'esprit de la langue française? Pourquoi c'est un esprit différent de celui de l'italien au XVIe siècle ou du latin, par exemple? Pourquoi il était si important de définir effectivement quelque chose de spécifique? C'est pour ça que, je sais pas moi, le poète Jubélé écrit Défense et illustration de la langue française. Ça commence là. Pourquoi il écrit Défense et illustration de la langue française? Parce qu'il y a un enjeu terrible. Est-ce que oui ou non, le français, ça va devenir une langue de l'administration, de la culture, du droit, de tout ça, etc. Alors que c'est le latin qui occupe la place et que la concurrence est avec l'italien. Je dis ça pour qu'on comprenne ce que je veux dire une idéologie linguistique. Il y a beaucoup de métaphores, etc., dont on se sert. On écrit des livres sur la vie des langues, par exemple. La vie des langues, c'est une idéologie linguistique. Les langues ne vivent pas. Elles ne vivent pas comme nous on vit. D'ailleurs, quand une langue meurt, il n'y a pas d'article dans un journal en disant « elle est morte ». Je veux dire, quand une langue meurt, ça veut dire que les derniers locuteurs sont morts. Donc, c'est pas la langue, je veux dire, en question. Et j'emploie pas ces exemples au hasard, hein, parce que dans toute l'histoire, il y a eu l'histoire des langues vivantes et des langues mortes. Et quand on dit des langues anciennes que c'est des langues mortes, c'est pas vrai. C'est des langues qui n'ont plus de face orale, mais qui ont une face écrite qui existe. Il y a des milliers de textes, des millions de textes, etc. Il faut faire attention à ces questions. Alors, évidemment que dans les problématiques de l'immigration puis de l'intégration, tout ça joue un très grand rôle. Est-ce que la langue d'accueil est affectée d'un coefficient positif? Est-ce qu'elle est affectée d'un coefficient au contraire négatif? Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique par rapport, je veux dire, à la nouvelle langue qu'on est en train d'acquérir? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un conflit de loyauté entre les deux? Est-ce que la langue que je dois continuer à privilégier, c'est ma langue d'origine, ou est-ce que c'est la nouvelle langue dans laquelle je vais être scolarisé, dans laquelle il y a tout l'environnement? Oui, je veux dire, il peut y avoir, et il y a, du point de vue effectivement des enfants et des adolescents, beaucoup, ces conflits de loyauté, avec cette idée que tout le monde a intériorisé une certaine, comment dire, inégalité entre les langues. Je dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas, je dis que c'est intériorisé. Les gens pensent effectivement qu'il y a des langues plus ou moins importantes, plus ou moins aptes à exprimer telle et telle chose, etc. J'ai lu un article du grand poète sénégalais, fondateur de la francophonie, Léopold Sédar Senghor, en 1962, au moment où tous les pays sont indépendants, au moment de la décolonisation. Et alors, Senghor fait comme ça une conférence, et puis, au fond, il dit aux gens à qui il s'adresse, moi, je suis un professeur de langues anciennes, de lettres classiques. Je connais pas seulement le français, mais j'enseigne le latin, j'enseigne le grec, etc. Et tout en leur disant ça, il leur dit à la fin du discours, c'est bien d'avoir tout ça, mais n'oubliez pas le Wolof. C'est-à-dire effectivement la langue véhiculaire du pays, du Sénégal. Et qu'on voit bien cette conception, si je puis dire, des humanités, à la fois les humanités classiques en Occident, hein, voilà, et puis effectivement la langue qui est sa langue native, avant qu'ils se mettent au français, au latin et au grec. Je trouve, et ça c'est véritablement une très très bonne position. Ces jeunes qui, en France par exemple, qu'est-ce qu'ils font avec le langage? Eh bien, ils font du métissage des pratiques langagères. Et il s'est développé par exemple des trucs qu'on appelle, je sais pas, la langue des cités, la langue des banlieues, la langue des quartiers, on emploie tous ces termes. Et alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est du français.
évidemment, je veux dire, je sais pas, moi, comme le joual à Montréal, c'est du français, mais du français mélangé avec des mots d'anglais, des mots d'arabe, des mots des langues africaines, où on parle en verlan, hein, avec donc les mots effectivement à l'envers, et ça compose une espèce de paysage linguistique très composite. Et alors, je pense que cette manière de parler révèle à la fois le conflit culturel entre les langues, hein, quelle est la langue, effectivement, vers laquelle je dois aller, et ça révèle en même temps autre chose qui est une forme d'adaptation à la pluralité. Parce qu'ils sont entourés, bien sûr, par le français à l'école, mais aussi par l'anglicisation, je veux dire, dans la société, mais aussi, effectivement, par les mots de Wolof, d'arabe, qui fonctionnent dans la famille. Voilà. Et donc, ils trouvent dans cette espèce de mélange, quoi, une position qui permet effectivement de vivre, on pourrait presque dire, une identité multiple de ce point de vue-là. Il faut que j'avance. Alors, peut-être parmi les dernières choses, effectivement, Avant, je veux quand même dire quelque chose. Ces histoires, par exemple, j'ai parlé des idéologies linguistiques. Il y a une idéologie linguistique, par exemple, qui est la crise des langues. On a la crise du français. Que ça veut dire la crise du français? Ben c'est ça. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire, ben, le français, c'est plus le bon français. Il est plus pur, il n'y a plus de dents, on mélange tout. C'est des métissages, de pratiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Cette idée qu'il y a des menaces qui pèsent sur une langue. Et on voit bien sur le français, c'est très, ça a toujours été très présent, mais c'est très présent aujourd'hui dans la concurrence avec l'anglais, ou l'espagnol, dans d'autres zones, etc. Ou parce que ceux qui pensent qu'il y a une crise du français disent parce que le français, il devient, il est trop sous des influences extérieures, etc. Et donc, il y a toujours un petit mélange d'anglophobie et d'anglomanie en France. C'est quelque chose qui est assez typique des réactions. Et avec l'idée que si une langue est menacée, comment faire, il faut se défendre, il y a une politique linguistique, etc. Bon. Mais ça, c'est des thèmes qu'on connaît bien ici. Je veux dire, au Québec, on voit bien effectivement cette question de la concurrence des langues et de cette question des menaces, effectivement, qui peuvent peser sur les langues. Alors, de fait, avec ces élèves issus de l'immigration qu'on reçoit dans les classes d'accueil, etc., évidemment qu'il y a une pluralité de langues. Ça, c'est une donnée factuelle. C'est comme ça. Il y a les langues de l'institution scolaire, et en France, au premier rang, le français, mais c'est pas la seule. Et puis, il y a les langues avec lesquelles ces enfants sont arrivés, etc. Donc, il faut se débrouiller avec tout ça. Et après, se débrouiller avec tout ça, ça veut dire essayer de voir quelles sont les solutions didactiques, pédagogiques, qui peuvent être mises en œuvre. C'est un point si vous me posez des questions, je dirais quelque chose que je vais pas développer. Ce que je veux simplement dire, et ça rejoint peut-être l'observation que j'ai faite tout à fait au début par rapport à l'appel à communication, c'est que le plurilinguisme, c'est aussi une idéologie linguistique.
comme le monolinguisme, et que c'est pas quelque chose qui est uniquement un problème qui concernerait le réel ou qui serait une évidence. Parce que les gens qui ont des langues, beaucoup d'entre eux veulent conserver ces langues. Beaucoup d'entre eux pensent que le fait d'apprendre d'autres langues, c'est pas absolument nécessaire. Vous savez qu'on a fait des enquêtes qui sont quand même, qui posent problème. Dans beaucoup d'écoles dans le monde, la discipline que les élèves considèrent comme étant la moins importante, c'est la langue étrangère. Donc, on voit bien ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi les systèmes éducatifs de par le monde ont tendance à éliminer, je veux dire, la pluralité des langues à l'école. Et en ça, je suis bien d'accord avec l'observation qui avait été faite dans l'appel à communication. On voit des pays, par exemple, on avait l'habitude d'offrir le français aux élèves, on n'en l'offre plus. Pour des raisons économiques, etc., de toute nature. Ça ne heurte pas nécessairement les populations. Ou alors ça heurte les élites, qui ont eu l'habitude, effectivement, elles, de travailler avec le plurilinguisme, etc. Donc, je veux dire, il faut bien se rendre compte, quand on dit, je sais pas, c'est pas bien le monolinguisme, ou c'est génial le plurilinguisme, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, je veux dire, dans la réalité. Mais voilà, je veux dire, il y a des sociétés où on s'aperçoit effectivement plus que d'autres. Ce que j'aurais pu dire, mais que je ne vais pas dire, c'est que la manière de gérer cette pluralité des langues, effectivement, dans l'éducation, bon, elle est extrêmement variable, mais là, on serait vraiment dans une question complètement didactique. C'est-à-dire que il y a des théories, des méthodologies, approche plurielle des langues, éveil aux langues, didactique intégrée et convergente des langues, intercompréhension des langues, développement d'une sorte particulière d'enseignement du français qu'on appelle chez nous français langue seconde et qu'on distingue bien clairement du français langue étrangère. Ça, c'est un point qui est vraiment central. Ça, c'est des choses qui existent. Ça veut dire qu'on peut entrer, disons, dans ces questions par plusieurs portes pour prévoir une didactique qui soit véritablement opérationnelle, pas seulement dans les classes d'accueil, mais dans toutes les classes. Parce qu'un point qui était bien mis en avant, que moi j'ai écrit des choses dans le passé, c'est que il y a beaucoup d'hétérogénéité des apprenants dans les classes. Il y a de tout, du point de vue linguistique, du point de vue culturel, etc. Donc ces méthodologies, ces approches, ne sont pas seulement réservées, effectivement, aux classes que chez nous on appelle effectivement les classes d'initiation, les classes d'accueil, quand c'est le niveau du collège, etc. C'est un problème, c'est une question qui concerne l'éducation tout entière. Je sais qu'elle a dit fin. Donc j'arrête, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence qui pose toutes sortes de réflexions et de questions. J'ai beaucoup aimé la distinction que tu faisais entre l'intégration structurelle et l'intégration culturelle. Ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent. De quelle façon, toi, tu l'envisagerais pour qu'il y ait une espèce d'équilibre entre les deux? Parce qu'on a davantage de structure de culture que de structure. Ouais. Comment est-ce qu'éventuellement on pourrait l'envisager? Mais c'est difficile parce que l'intégration structurelle, elle dépend véritablement des conditions, des conditions de vie du pays, de la question économique. J'ai dit même des phénomènes qui sont vraiment très importants. C'est non seulement la question du chômage, mais je pense par exemple c'est la question de l'habitat. Un des gros problèmes qu'on a en tout cas en France, c'est cette question. C'est-à-dire au fond des quartiers dans lesquels il n'y a plus que des immigrés. Il y a une fuite, effectivement, des autres habitants. Et alors, c'est paradoxal par rapport à l'hétérogénéité des apprenants. Parce que c'est le contraire. Ça devient l'homogénéité des apprenants. Oui, ben oui. Dans les quartiers riches, il n'y a que des enfants qui sont nés là, et qui, effectivement, en plus, ont un niveau social important. Et dans certains quartiers, on a des classes où il n'y a que
des élèves issus de l'immigration. Alors, on peut l'accepter dans les classes d'accueil, bien sûr, puisque c'est fait pour ça, pour apprendre le français, etc. Mais après, je veux dire, ça crée une ségrégation. Donc la ségrégation, il faut dire la vérité, elle existe dans le logement, elle existe dans une certaine mesure à l'école. Et puis les appellations stigmatisantes comme ZEP et compagnie, ça ne fait aussi que renforcer. Ouais. C'est-à-dire que les politiques pensent toujours que c'est bien. Ouais. Parce que, un point que j'aurais pu dire, ZEP, ça veut dire zone d'éducation prioritaire. En France, ça veut dire là où on met plus d'argent, parce qu'il y a plus d'élèves qui sont censés être en difficulté. Mais ça devient. Mais la majorité sont effectivement allophones. Oui, la majorité. Ben, ils sont allophones et ils sont pauvres. Oui. C'est beaucoup d'ennuis. Donc, il y a une concentration de difficultés. Est-ce que, ouais, le vocabulaire, en tout cas, moi je suis d'accord avec ce que tu dis sur, il faut faire, j'ai pas passé toute la conférence à dire ça, il faut faire attention au prononcement. Oui. Évidemment. Je veux dire, par exemple, il y avait, ça faisait partie d'une politique que nous on appelle la discrimination positive. Ben, j'allais y venir, parce qu'ici c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Mais c'est pas écrit, c'est pas entendu pareil en anglais et en français. Parce que, en français, discrimination. Et les gens disent, mais une discrimination ne peut pas être positive. Oui, c'est un oxymore. C'est un oxymore, c'est vrai. À cause des connotations, effectivement, des mots. Mais en même temps, on ne pouvait pas traduire, nous, une action affirmative. Par exemple, personne ne comprend ce truc en français. Donc, on a cherché discrimination positive, ce qui a posé problème à tout le monde. Je veux dire, ça ne convient pas. On voit bien ce qu'il faut faire avec. Pourquoi on va donner plus d'argent, plus de profs, plus de locaux, etc. Mais c'est pas un bon mot. Ouais, je trouve que c'est très important, cette histoire des mots. On discute bien une fois qu'on est d'accord. Sinon, il y a ces effets de stigmatisation. Bon. Des remarques, des questions? Il y a une question. On passe Monica. Je vais essayer de poser ma question en français, ma deuxième langue. Je ne veux pas utiliser le micro. Alors, mais dites-moi, ma question n'est pas assez claire, mais moi, quand j'ai fait la formation des enseignants de deuxième langue, l'un des défis par rapport aux questions de didactique, de bilinguisme dans la salle de classe, c'est que c'est pas vraiment une question de stratégie d'enseignement ou des choses comme ça. Les enseignants ils hésitent de laisser tomber contrôle ou de laisser tomber l'orientation d'être omniscient, de connaître toutes les langues, parce que c'est pas faisable de connaître toutes les langues de tous les élèves dans le bien sûr, ça n'a pas de sens. Alors, avez-vous des stratégies ou une façon parce que pour moi, le défi, c'est pas vraiment le didactique, mais l'idée que l'enseignant comprend tout ce qui se passe dans son salle de classe et on doit laisser tomber cette idée que... Mais, je suis d'accord, mais pourquoi est-ce qu'un enseignant devrait comprendre ce qui se passe dans sa salle de classe? Vous savez que même dans les langues natives, on ne comprend rien. Dans la salle de classe, tout ce que les élèves disent entre eux, je veux dire avec des signes, avec toutes sortes de choses. Donc la communication, c'est dans les directions de recherche que moi je prône en tout cas, c'est vrai que dans la formation des enseignants, il faudrait parler de ça. Il faudrait parler des interactions entre les élèves à travers les langues. Et de voir qu'effectivement elles échappent énormément aux professeurs et qu'il ne faut pas qu'il ait un fantasme de maîtriser. Parce que ça, c'est le problème. Mais il peut sensibiliser à la différence des langues. Il peut dire qu'il entend la diversité, la pluralité, qu'est-ce que ça veut dire, cette diversité, etc. Ok, que c'est pas, il n'y a pas une langue unique. Hein, je veux dire, quelque part, ça c'est fini depuis que Adam et Ève ont été chassés du paradis.
et que Encore faut-il croire la confusion avec la tour de Babel. On peut les sensibiliser à ça, mais bien sûr. Alors, quand on est dans des situations de bi et pas de pluri, peut-être que l'enseignant peut connaître un peu. Mais quand devant lui il y a une salle avec 30, 40, bon, il ne peut pas. Et je pense qu'il doit renoncer. Mais il ne doit pas renoncer à parler de la diversité des langues, de la diversité des écritures. On fait de choses qu'on a faites effectivement dans beaucoup de classes d'accueil. Hein. Et pourquoi j'ai écrit comme ça, et pourquoi tu l'écris comme ça, et quand les élèves sont alphabétisés, qui a un degré de littératie suffisant. Mais c'est une question. Il faut renoncer. Je disais ça parce que il y a une expression que moi, qu'on emploie beaucoup en France dans les documents officiels, qui m'a toujours énervé. L'expression, c'est la maîtrise de la langue. Des langues. Une maîtrise. Je sais pas, d'abord, personne ne maîtrise toutes les langues, et même sa propre langue, avec beaucoup de défauts, beaucoup de déficiences. Et il n'y a pas de maître de la langue. Les langues n'ont pas de maître, elles sont beaucoup plus fortes que tous les maîtres possibles. Je veux dire. Et donc, ça va dans le même sens. Et se préserver de cet effet de maîtrise, songez peut-être que essayer d'approprier quelque chose, c'est peut-être un meilleur mot. Je veux dire, je vais effectivement maîtriser. Bon, il y a toutes sortes d'activités, hein, je veux dire, qui sont sans doute possibles, qui existent dans la littérature, pour faire des choses vraiment intéressantes, et sans pour ça, voilà, être omniscient. Hein. Ça existe. Commentaire, des questions? Ah, vas-y. Merci pour la présentation. Non, j'avais une question parce que je ne savais pas si vous avez élaboré sur la question éthique, parce que vous avez parlé de la question didactique. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, surtout par rapport à cette idée de la... Vous avez parlé de la séparation, si j'ai bien compris, de la langue et la culture. Parce que moi, je pense à l'idée de l'éthique et l'identité aussi. Quand on parle de ça. Alors, dans mon exposé, beaucoup de questions qui relèvent, je veux dire, de l'éthique ont été posées. Par exemple, effectivement, cette question de l'identité. De ce dans quoi se reconnaissent les individus, dans quelle langue, dans quelle culture, etc. Et les précautions, effectivement, qu'on doit prendre sur le plan relationnel. Quand j'ai parlé, par exemple, d'une forme de dévalorisation de certaines langues, c'est des questions, pas seulement linguistiques et didactiques, c'est des questions éthiques. Parce qu'elles concernent les individus eux-mêmes, dans leur manière d'être, dans leur manière de raisonner, etc. Oui, il y a l'idée, par exemple, que dans certains plurilinguismes, on impose des langues. C'est une question éthique. J'ai un ami qui a travaillé sur les langues indiennes en Amérique du Sud, et il a montré, par exemple, comment tous les enfants étaient, j'allais dire évangélisés, c'est la même chose, étaient instruits en espagnol. Et il y avait des réticences énormes, je veux dire, de leur part, parce que ça représentait comme un abandon, je veux dire, de leur langue native. Alors après, quelle doit être l'attitude éthique que nous pouvons avoir par rapport à ces phénomènes? Alors comme ça, est-ce qu'on peut penser de la langue et la culture comme séparées, si j'ai bien compris, ou est-ce que c'est plus compliqué? Quand j'ai dit séparé, c'est parce que, c'est plutôt pour lutter contre une tendance qui est de dire, quand on partage la même langue, on partage la même culture. Okay. Non, ça je veux lutter contre cette tendance, et en particulier parce que elle est très forte dans la francophonie. Je veux dire, on a toujours cette idée qu'avec la France comme la référence, alors si on apprend le français, tout le monde va devenir des petits Français. Mais non, je veux dire, on peut parfaitement parler le français, de parfaits petits Américains du Nord. Aux Canadiens, tout ce qu'on voudra. Non, je pense que c'est pour ça que je veux faire un peu cette débranchage. Chez nous, il y avait un doctorat, et j'ai changé le nom. Il s'appelait doctorat de didactique des langues, trait d'union, culture.
Langue culture. On travaille sur langue culture. Non, moi je pensais que ça donnait trop l'idée que ça allait trop ensemble. Ouais. Donc j'ai dit doctorat de didactique des langues et des cultures. Et on va chercher qu'est-ce qu'il y a dans le et, quelle est la relation. Mais pas faire un bloc avec langue culture parce que c'est profondément contraire à ce qui se passe. Les problèmes éthiques, oui, voilà. J'ai un collègue, Jean-Claude Béaco, qui a fait un livre dans lequel moi-même j'ai écrit un truc qui s'appelle Éthique et politique en didactique des langues, où beaucoup de ces questions sont posées. Dans une collection chez l'éditeur à Paris, Didier, la collection dite Rose. Oui, on la connaît comme ça, mais il ne faut pas se méprendre sur ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle est rose de oui. Voilà, on est très loin de ce qu'on parfois on pourrait songer. Il y a de la didactique ennuyeuse, terrible. D'autres commentaires? Questions? Merci beaucoup, Jean. Non, merci à vous. Merci beaucoup.